Pendant 10 ans, ma famille s'est moquée de mon bricolage de pigments. Ils ont tout investi, chaque centime, dans ma sœur chérie et sa prestigieuse école de commerce. Alors, à la remise de diplôme de mon frère, le grand oublié, je lui ai offert un appartement payé comptant. La vérité sur leur plan secret pour voler mon argent durement gagné, a enfin éclaté. Mon père n'a pas pu se retenir. Il a hurlé, cet argent était pour ses prêts. C'est là que l'histoire commence vraiment, et vous n'allez pas vouloir manquer la suite. Assurez-vous d'être abonné et d'activer les notifications pour voir comment tout cela s'est terminé. Nous sommes toujours curieux. Dites-nous dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays nous regardez-vous aujourd'hui? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? La fièvre s'était installée au plus profond de mes os. Une fatigue lourde, douloureuse, qui n'avait rien à voir avec l'humidité hivernale de Rouen. C'était le 3e jour d'une grippe carabinée. J'étais enroulé dans toutes les couvertures que je possédais, un misérable tas de laine et de souffrance, quand mon téléphone a vibré sur la table de nuit. L'écran affichait une photo de ma mère, Olympe. J'ai grogné. J'ai laissé sonner 2 fois, espérant qu'elle abandonne. Elle n'a pas abandonné. J'ai décroché, ma voix n'était qu'un croassement sec. Allô? Solange? Tu as l'air affreuse. Tu es encore malade? Sa voix était claire, aiguë, presque agressivement joyeuse. Un contraste brutal avec la douleur sourde qui battait derrière mes yeux. Salut maman. Oui, c'est une mauvaise grippe. J'essaie de me reposer. Oh, c'est dommage. Il y avait une impatience évidente dans son ton. Écoute, je ne vais pas te retenir. Je sais que tu es très occupé avec ton petit bricolage. J'ai grimacé. Bricolage. C'était le mot. Le mot qu'elle utilisait depuis 10 ans pour décrire mon entreprise. Restauration Solange. Mon petit bricolage, qui employait désormais 12 personnes, occupait un entrepôt de 1500 mètres carrés sur les quais, et expédiait des pigments rares et des outils de restauration dans 40 pays différents. C'est une entreprise, maman, ai-je réussi à articuler, la gorge en feu. Oui, bien sûr. Bon, je t'appelais parce que les derniers frais de scolarité de ta sœur Aveline sont dus le 1er du mois. Et ton père et moi, eh bien, nous sommes juste un peu courts ce mois-ci. Le ton était léger, comme si elle parlait de la pluie et du beau temps. Tu sais ce que c'est, avec les impôts fonciers et cette nouvelle évaluation. Je me suis redressée sur un coude, la chambre tanguait dangereusement. Cours. Cours de combien? Oh, ce n'est rien, vraiment, dit-elle, adoptant ce ton désinvolte qu'elle prenait toujours avant de demander l'impossible. Juste le dernier versement. 15 000. 15 000. J'ai failli m'étouffer. Maman. 15 000 €, ce n'est pas être un peu court. C'est le prix d'une voiture. Le ton d'Olympe a changé instantanément. La fausse légèreté a disparu, remplacée par un acier tranchant. Solange, ne sois pas dramatique. C'est l'avenir de ta sœur. C'est l'ESSEC, pas un club de tricot en ligne. Nous avons tous dû faire des sacrifices. Des sacrifices. Ton père et moi avons réhypothéqué la maison. Le moins que tu puisses faire, c'est de participer. Je sais que ta petite boutique ne rapporte pas grand-chose, mais tu dois bien avoir quelques économies pour ta famille. Et voilà. La gifle. La petite boutique. L'entreprise que j'avais construite à partir de rien, dans ma chambre de bonne, qu'il traitait comme un stand de limonade. Maman, ma voix tremblait, un mélange de fièvre et d'une rage soudaine, glaciale. Je ne peux pas. J'ai des salaires à payer. C'était la vérité. Mais c'était aussi une excuse. Le principe. Le silence à l'autre bout du fil fut lourd. Puis elle a parlé, sa voix était un sifflement. Je vois. Je vois comment c'est. Eh bien, j'espère que tu te sentiras mieux, Solange. Certains d'entre nous essaient de construire un héritage. Elle a raccroché. Je suis retombée sur les oreillers, secouée de tremblements. Mais ce n'était pas la grippe qui me faisait frissonner. C'était cette vieille blessure, cette réalisation froide et amère. Pour ma famille, je n'étais pas une fille. J'étais un plan B financier, un compte d'urgence qu'ils n'avaient pas encore réussi à débloquer.
Le silence dans la chambre après l'appel de ma mère était plus lourd que ma maladie. Le « clic » de son raccrochage résonnait dans mes oreilles. C'était le son d'une porte qui claque, un rejet final et définitif. Mon « non » n'était pas seulement un refus d'argent. C'était une trahison du narratif familial. Aveline était la star, l'enfant en or, la future dirigeante. J'étais, au mieux, l'assistante excentrique. Et aujourd'hui, j'avais refusé de jouer mon rôle. Mon corps me faisait mal, mais mon esprit était soudainement, douloureusement aiguisé. Le brouillard de la grippe s'était dissipé, remplacé par un autre type de brouillard, la réalisation trouble et dérangeante que l'appel de ma mère n'était pas un acte de désespoir. C'était un acte d'attente. Une exigence. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un SMS cette fois. D'Aveline. Maman dit que tu bloques. C'est minable. Ne sois pas égoïste, Solange. Mon avenir est l'avenir de la famille. On compte tous sur toi. Bloqué. Égoïste. Les mots étaient si arrogants, si dépourvus de conscience de soi que j'ai failli rire. Aveline, qui n'avait pas travaillé un seul jour de sa vie qui ne soit pas un stage prestigieux, non rémunéré. Aveline, dont les factures de carte de crédit étaient encore payées par notre père. C'était elle qui me traitait d'égoïste. Et soudain, un souvenir m'est revenu. Un dîner, il y a un mois, juste avant que je ne tombe malade. Mes parents avaient insisté pour que je vienne dîner dans leur maison de Bois-Guillaume. Mon père, Martial, un homme qui n'avait jamais parlé de mon entreprise qu'avec une sorte de condescendance amusée, avait soudainement semblé intéressé. Alors, Solange, avait-il dit, faisant tourner le vin dans son verre. Ce truc de commerce en ligne, ça marche bien, j'entends. J'avais été surprise. Et, pathétiquement, j'avais ressenti une lueur d'espoir. Oui, papa. Ça marche bien. Nous étendons notre réseau de fournisseurs en Italie pour des pigments historiques. L'Italie? Et légalement, comment tout cela est-il structuré? Tu es toujours en entreprise individuelle? C'est risqué, Solange. Il avait tapoté sa tempe. En tant que ton père, et en tant qu'ancien expert comptable, je m'inquiète pour toi. Tu joues dans la cour des grands maintenant, ma chérie. Il est facile de se noyer. Sur le moment, j'avais cru qu'il me voyait enfin. Qu'il s'inquiétait pour moi. Oh, je ne suis plus en entreprise individuelle depuis longtemps, papa, avais-je dit fièrement. Je suis passé en SASU il y a des années. Son sourire s'était figé. Juste une seconde. Une SASU? Eh bien, bien. Bravo. Mais tu es l'unique actionnaire, j'imagine? C'est juste toi? Oui, juste moi, avais-je menti. C'était un petit mensonge instinctif. Le genre de mensonge que vous dites quand vous ne savez pas pourquoi on vous pose la question, mais que vous sentez qu'il y a un piège. La vérité était plus compliquée, mais je n'allais pas lui en parler. Maintenant, allongé dans mon lit de malade, cette conversation prenait un tout autre sens. Ce n'était pas de l'intérêt. C'était de la reconnaissance. Il n'agissait pas en père. Il agissait en expert comptable, sondant les faiblesses, évaluant les actifs. Il évaluait ma valeur pour l'investissement familial. Une vague de nausée m'a submergée, et elle n'avait rien à voir avec la grippe. Il ne prévoyait pas seulement de me demander une faveur. Il prévoyait de puiser dans mes ressources. Je me suis souvenu d'une autre chose. Il y a 6 mois, Olympe m'avait demandé de me porter garante pour un « petit prêt » pour Aveline. Juste une formalité, avait-elle dit. J'avais refusé net. Elle m'avait traité de « cœur sec ». J'avais pensé que c'était pour une voiture. Maintenant, je comprenais. C'était un test. Un test pour voir si mon nom était utilisable. Ils avaient passé 10 ans à se moquer de mon succès, tout en le convoitant secrètement. Ils pensaient que je jouais à la marchande avec des pigments. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Ils avaient oublié qui j'étais. Ils pensaient que j'étais la fille docile, la créative. Ils avaient oublié qu'on ne bâtit pas une entreprise de plusieurs millions d'euros à partir de rien en étant molle. On ne gère pas une chaîne d'approvisionnement mondiale et des tarifs douaniers complexes en étant une idiote. J'avais été silencieuse, oui. Mais je n'avais pas été endormie.
La rage prenait le dessus sur la fièvre. Pas une rage chaude et explosive, mais une rage froide, précise. Une rage calculatrice. J'étais fatiguée d'être la fille docile. J'étais fatiguée d'être le « plan B ». J'ai ignoré le SMS d'Aveline. Je l'ai laissé en « lu », un petit acte de rébellion passif. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes contacts et j'ai fait défiler jusqu'à un nom que ma famille ne connaissait pas, Meili. Meili était ma gestionnaire de patrimoine. La seule personne au monde qui connaissait la véritable ampleur de Restauration Solange. Je l'avais engagée il y a 5 ans, lorsque mes bénéfices avaient dépassé le million, et que j'avais réalisé que les conseils de mon père, mais tout sur un livret, étaient non seulement mauvais, mais dangereusement naïfs. J'ai tapé un message, mes doigts tremblant légèrement. Meili, c'est Solange. J'ai un très mauvais pressentiment. J'ai besoin que vous fassiez des recherches sur Martial et Olympe, nom de famille. Discrètement. Situation financière complète. Hypothèque, prêt, tout. Je veux savoir pourquoi ils ont besoin d'argent si désespérément. J'ai envoyé. Moins de 30 secondes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était elle. Solange, sa voix était calme, posée, l'exact opposé de celle de ma mère. J'espérais que cet appel n'arriverait jamais. C'est ce que je craignais. Vous saviez quelque chose? J'ai entendu des rumeurs, dit-elle prudemment. Solange, votre père? Martial a été radié de l'ordre des experts comptables il y a 3 ans. Le choc m'a coupé le souffle. Quoi? Radié? Pourquoi? Il nous a dit qu'il prenait sa retraite anticipée. Il a été radié pour recommandation inappropriée et gestion à haut risque des portefeuilles de clients âgés. En clair, il a fait perdre des fortunes à des personnes vulnérables. Je devais m'asseoir. Mon père. Le pilier. L'homme qui me parlait de sécurité et de bons investissements. C'est pour cela, continua Meili, que j'ai insisté pour la structure de la fiducie il y a 3 ans. Je n'aimais pas l'intérêt qu'il portait soudainement à vos activités lorsque j'ai commencé à gérer vos comptes. La fiducie. Ma forteresse. Solange, je vais lancer l'enquête financière complète sur vos parents. Mais vous devez être prudente. Un homme comme votre père, acculé et sans honneur, il est dangereux. J'ai raccroché, le cœur battant à tout rompre. Radié. Un prédateur financier. Il n'avait pas pris sa retraite, il avait été chassé. Mon téléphone a vibré à nouveau. J'ai sursauté, m'attendant à une autre attaque d'Aveline ou d'Olympe. Mais c'était Cyprien. Mon frère. Le grand oublié. Salut l'ange. J'ai appelé maman. Elle pleurait. Elle a dit que tu refusais d'aider Aveline. Je voulais juste vérifier que tu allais bien. La grippe, c'est mieux? La simple décence de sa question, la véritable inquiétude dans sa voix, m'a presque fait pleurer. J'ai tapé, salut CYP. La grippe va mieux. C'est compliqué. Ne t'inquiète pas pour ça. Hâte de fêter ton master la semaine prochaine. Vraiment hâte. Tu le mérites. Il a répondu presque instantanément. Moi aussi. Maman est obsédée par le stage d'été d'Aveline à la Défense, mais merci de demander. C'est gentil. Il était le seul. Le seul qui n'était pas aveuglé par l'avenir brillant d'Aveline. Le seul qui voyait la personne. Mon père était un prédateur. Ma mère et ma sœur étaient ses complices. Le dîner pour Cyprien n'était plus une fête de famille. C'était un champ de bataille. Et ils venaient d'armer leur ennemi. Le dîner de Cyprien était dans une semaine. 7 jours. 7 jours où j'étais couchée, d'abord avec la grippe, puis avec le poids de cette nouvelle réalité. Mon père n'était pas seulement un père décevant. C'était un fraudeur. Ma famille n'était pas seulement dysfonctionnelle. Elle était prédatrice. Cette entreprise, Restauration Solange, n'était pas née d'une passion. Elle était née de la honte. Je m'en souviens si clairement. Après mon master en histoire de l'art à l'université de Rouen, une université publique, pas une grande école, comme Aveline se préparait à intégrer, je suis revenue vivre chez mes parents à Bois-Guillaume. J'avais 24 ans. Aveline, qui n'avait que 17 ans,
avait déjà la plus grande chambre, celle avec le meilleur éclairage, pour ses études. Je suis retournée dans ma petite chambre d'adolescente, avec mes posters décolorés. Je travaillais à la préfecture. Un travail stable, un travail de fonctionnaire. Un travail que Martial et Olympe jugeaient respectable. Mais Martial disait souvent, « C'est bien, Solange. » En attendant de trouver un vrai travail dans une galerie parisienne. L'implication était claire, j'avais échoué. Pour échapper à l'ennui de mon travail et à la tension à la maison, j'ai commencé à bricoler. J'étais fascinée par les pigments. Comment les restaurateurs du XVIIe siècle recréaient-ils le bleu parfait? Je passais mes nuits à faire des recherches. J'ai commencé à acheter des poudres de minéraux bruts, à les moudre moi-même. J'ai ouvert un petit blog. Puis une boutique Etsy. De la poudre colorée, m'avait dit Aveline en ricanant. C'est mignon. Tu joues à la marchande. La deuxième année, mon principal fournisseur en Italie a fait faillite du jour au lendemain. J'ai perdu 5 000 €. Une somme énorme pour moi. J'étais dévastée. J'ai fait l'erreur d'en parler à Martial pendant le dîner. Il n'a pas levé les yeux de son journal. Alors, tu as fini de jouer? La préfecture te reprendra toujours. C'est ça, la sécurité. Ce sourire condescendant. Il ne voulait pas m'aider. Il voulait que j'échoue pour prouver qu'il avait raison. Cette phrase, elle a été mon carburant. J'ai pris un petit prêt personnel. J'ai trouvé un nouveau fournisseur. J'ai travaillé 80 heures par semaine, mes heures à la préfecture, et mes nuits sur mon bricolage. L'année suivante, j'ai réalisé 30 000 € de bénéfices nets. J'étais euphorique. J'ai préparé une feuille de calcul, j'ai montré les chiffres à Martial, m'attendant, à quoi? De la fierté? Il a regardé la feuille. Il a soupiré. De l'argent de poche, Solange. C'est bien. Mais tu n'as pas de plan de retraite, pas de cotisation. C'est du vent. Aveline, elle, prépare les secs. Ça, c'est un investissement solide. Il m'a rendu la feuille. Je ne lui ai plus jamais montré mes comptes. L'année d'après, j'ai quitté la préfecture. J'ai réalisé 200 000 € de chiffre d'affaires. J'ai embauché ma première employée. J'ai loué mon premier entrepôt, un petit local sur les quais. J'ai envoyé une photo à ma mère. J'étais si fière. Ce soir-là, Olympe m'a appelé. Solange. Nous avons des nouvelles merveilleuses. Mon cœur a bondi. Aveline a eu 19 à son oral de prépa. N'est-ce pas fantastique? Ton père et moi, nous sommes fous de joie. Nous l'emmenons à Deauville ce week-end pour fêter ça. C'est génial, maman. Tu as vu la photo de l'entrepôt? Oh oui, ma chérie. C'est grand. Fais attention à l'humidité, ça peut être terrible sur les quais. Bref, je dois te laisser, Aveline a besoin d'un nouveau tailleur pour sa cérémonie. C'était ça. Ma vie entière. Ma plus grande réussite, balayée pour un oral de prépa. Je repense à tout ça depuis mon lit, la fièvre enfin tombée. Le mépris n'était pas un accident. C'était une stratégie. Tant que j'étais le bricolage, j'étais gérable. J'étais la ratée sympathique. Mais le succès, mon succès, construit sans leur aide, sans leurs conseils, était une menace pour leur narratif. Aveline devait être la star, car ils avaient tout misé sur elle. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous continué à essayer de gagner leur approbation, ou auriez-vous abandonné depuis longtemps? Dites-le moi dans les commentaires. Ils n'ont jamais vu mon succès parce qu'ils ne l'ont jamais regardé. Ils étaient trop occupés à polir leur prodige. Et cette ignorance délibérée, eh bien, cette ignorance allait être ma meilleure protection. La grippe a finalement disparu le jeudi, laissant derrière elle une faiblesse physique, mais une clarté mentale absolue. J'étais assise à mon bureau, dans mon appartement, regardant la Seine couler en contrebas. Je n'étais pas allée à l'entrepôt. J'attendais. À 10 heures précises, Meili a appelé. Elle n'a pas dit bonjour. Solange, asseyez-vous. Je suis assise. C'est pire que ce que vous pensiez. Bien pire. Elle a pris une profonde inspiration.
Vos parents n'ont pas une hypothèque sur la maison de Bois-Guillaume. Ils en ont deux. La première est standard. La seconde est un prêt relais à taux variable, contracté il y a 2 ans. Les taux ont explosé. Mon estomac s'est noué. Ce n'est pas tout. J'ai trouvé 3 crédits à la consommation, revolving, à des taux d'intérêt criminels. Près de 20%. Ils sont tous au maximum. Mon Dieu. Et le pire, Solange. Le pire? Aveline. Votre sœur. Elle a cosigné le prêt relais et 2 des crédits revolving. Ils ont utilisé son potentiel de gain futur de l'ESSEC comme levier pour obtenir l'argent. J'ai fermé les yeux. Ils ne l'avaient pas seulement soutenu. Ils l'avaient enchaîné à leur propre naufrage. Meili, le total. C'est combien? En excluant l'hypothèque principale sur la maison, la dette secondaire totale que j'ai trouvée s'élève à 450 000 €. J'ai cru que j'allais vomir. 450 000 €. Les 15 000 € qu'Olympe vous a demandé mardi, continua Meili, sa voix implacable. Ce n'était pas pour les frais de scolarité. Ils sont payés. C'était pour payer l'échéance du prêt relais qui arrive le 1er du mois. Ils sont en train de jongler avec les paiements. Ils volent Pierre pour payer Paul. Elle a marqué une pause. Ils sont à environ 30 jours de la saisie. Si ce paiement de 15 000 € est manqué, la banque lance la procédure. Je comprends maintenant la panique d'Olympe. La saisie. La fin de la façade. La fin de la maison à Bois-Guillaume. La fin des dîners, des clubs, du statut. C'était sa plus grande peur. C'était la mort sociale. Et Martial, je comprends sa radiation. Il n'a pas seulement mal conseillé ses clients. Il a dû prendre leur argent. Il a dû jouer. Il a utilisé Aveline comme un dernier jeton de casino pour sauver son honneur, et il a tout perdu. Ils sont finis, ai-je murmuré. Oui, dit Meili. Sauf s'il trouve un demi-million d'euros. Rapidement. Un silence. Sauf s'il ne vous trouve, vous. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je suis resté là, immobile, pendant 1 heure. La douleur que j'avais ressentie toute ma vie, la douleur d'être invisible, d'être le bricolage, s'est évaporée. Elle a été remplacée par quelque chose de si froid et de si dur que cela ressemblait à de l'acier. Ils ne m'avaient pas seulement menti. Ils avaient construit toute ma vie sur un mensonge. Ils avaient financé le succès d'Aveline avec une dette frauduleuse, tout en méprisant mon succès, le seul succès réel et solvable de la famille. Ils n'étaient pas seulement en difficulté. Ils étaient en train de se noyer. Et après m'avoir ignoré pendant une décennie, ils essayaient maintenant de m'attraper la cheville pour m'entraîner avec eux. La clarté glaciale. C'est la seule façon de décrire ce que je ressentais. Ce n'était plus personnel. Ce n'était plus une histoire de jalousie fraternelle ou de parents indifférents. C'était une analyse de risque. Je revoyais la scène, Martial, dans son bureau, me conseillant la simplicité. Reste en entreprise individuelle, Solange, c'est plus simple à gérer. Ce n'était pas un conseil de père. C'était un prédateur sondant sa proie. Une entreprise individuelle, mes actifs professionnels et personnels auraient été confondus. Il aurait pu me conseiller de déplacer mes fonds, de garantir ses prêts. Il aurait pu tout prendre. Il pensait que j'étais l'idiote qu'il avait toujours décrite. Il pensait que j'étais toujours la fille qui jouait avec de la poudre colorée. Mais il ne savait pas pour Meili. Il ne savait pas ce que nous avions fait il y a 3 ans. Quand Meili avait découvert la radiation de Martial, elle m'avait convoqué dans son bureau. Solange, m'avait-elle dit, votre père est compromis. Il est radié, mais il fait semblant d'être à la retraite. C'est un signe de honte, et un homme honteux est un homme désespéré. S'il est désespéré, il viendra pour vous. Votre succès est trop visible. Mais c'est mon père, avais-je dit, naïvement. C'est un expert comptable radié, avait-elle corrigé. Nous devons blinder l'entreprise. Pas seulement pour vous. Pour vos employés. Pour votre avenir. Ce jour-là, nous avons restructuré Restauration Solange. Le piège, ma protection était magnifique dans sa simplicité légale.
75% de Restauration Solange Sazu n'était plus détenu par moi, Solange, non. Il était détenu par la Fiducie Gestion SR. Une structure de fiducie française. J'en étais la bénéficiaire principale, oui. Mais je n'étais pas l'unique propriétaire des actifs. Je ne pouvais pas, même si je le voulais, liquider l'entreprise, vendre ses actifs, ou les donner pour payer les dettes personnelles de quelqu'un d'autre. La charte de la fiducie, rédigée par les avocats de Meili, était incroyablement spécifique, protéger la croissance à long terme et l'intégrité des actifs de l'entreprise contre toute influence extérieure indue. Influence extérieure indue. C'était une façon polie de dire « Martial ». Martial ne pouvait pas la forcer. Il ne pouvait pas me conseiller de la vider. Il ne pouvait pas la saisir. L'entreprise était une forteresse. Et les 25% restants? Ah, ça. C'était le génie de Meili. Les 25% étaient détenus par moi, personnellement. Mais les dividendes de ces 25% n'allaient pas sur mon compte courant. Ils étaient versés directement dans un portefeuille d'investissement privé, un compte-titre que Meili gérait pour moi. Mon argent de poche. Un portefeuille qui, après des années de bénéfices non déclarés à ma famille, valait bien plus que les 450 000 € de leur dette. Martial pensait que j'étais un compte courant, ouvert aux 4 vents. Il n'avait aucune idée que j'étais une banque suisse. Les clés étaient dans ma poche. Et il venait de me donner une très bonne raison de changer les serrures. Le téléphone a sonné le vendredi matin. Martial. Sa voix était mielleuse, faussement paternelle. Solange, ma chérie. J'ai entendu dire que tu allais mieux. Quelle bonne nouvelle. Je vais mieux, papa. Merci. Écoute, dit-il, je sais que les choses ont été un peu tendues avec ta mère. Mais avant le dîner de Cyprien demain soir, j'aimerais vraiment qu'on prenne un moment, juste toi et moi. Pour parler de l'avenir. L'avenir. J'ai failli sourire. L'avenir? Oui. Les finances familiales. Tu as si bien réussi avec ton entreprise. Et Aveline est sur le point de conquérir le monde. Il est temps que nous consolidions nos forces. J'ai une idée pour un fonds familial que je veux créer. Quelque chose qui pourrait être très bénéfique pour nous tous. Le voilà. Le fonds. Le véhicule légal qu'il voulait créer pour siphonner mon argent vers ses dettes. Le piège qu'il me tendait. C'est intéressant, papa, ai-je dit, ma voix aussi neutre que possible. Mais je suis absolument débordée aujourd'hui. Je rattrape mon retard de maladie. Les douanes italiennes bloquent une cargaison de lapis lazuli. C'était vrai. Et c'était une excuse parfaite. Il y eut un silence. J'ai senti son irritation. Les douanes? Solange, c'est important. C'est pour ta sœur. Tout est toujours pour Aveline, ai-je dit, et les mots sont sortis avant que je ne puisse les retenir. Il n'était pas chargé de colère. Juste de lassitude. Il a soupiré, le son d'un homme patient face à un enfant difficile. Ce n'est pas juste. Nous sommes une famille. Nous nous soutenons. Elle a travaillé si dur. Je dois y aller, papa. On se voit demain. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. L'arrogance était à couper le souffle. Il était radié, ruiné, et il essayait encore de me donner des leçons de finance. J'ai immédiatement appelé une autre personne. David. Mon banquier privé chez LCL. David, c'est Solange. J'ai une urgence. Solange. Vos urgences sont toujours intéressantes. Que se passe-t-il? J'ai besoin d'acheter un bien immobilier. Content. Aujourd'hui. Un court silence. D'accord. Agressif. Pour combien, et où? C'est pour mon frère, Cyprien. Il vient de décrocher son premier emploi à la métropole de Rouen. Il lui faut un T2, dans le centre, près de son travail. Quelque chose de propre, de lumineux. Budget autour de 200 000. 220 000 €. J'ai 3 biens en tête qui correspondent, dit-il. Je vous envoie les liens. Une dernière chose, David. La plus importante. Mon nom ne doit apparaître nulle part sur l'acte de vente.
Nulle part. Ce sera une procuration, une vente directe. Le propriétaire final doit être Cyprien, non. Juste le sien. David, qui avait vu mon portefeuille personnel passer de 0 à 7 chiffres, ne m'a pas posé de questions. Ce sera fait. Nous utiliserons le compte de l'étude notariale. Envoyez-moi les détails de votre frère. 10 minutes plus tard, je regardais des photos d'un charmant T2 rue des Carmes. J'ai envoyé un SMS à David, celui-là. 215 000 €. Faites-le. J'ai effectué le virement depuis mon compte titre personnel. Les 25%. L'argent que Martial ne connaissait pas. Il voulait parler d'un investissement familial? Parfait. Nous allions le faire selon mes termes. Au dîner de Cyprien. Il pensait m'embusquer. Il n'avait aucune idée que j'avais transformé ce dîner en mon propre tribunal. Et la facture allait être salée. Martial était implacable. Il sentait que je lui échappais. Il m'a rappelé 2 fois. Il m'a envoyé des SMS. Solange, c'est crucial. Ne laisse pas tomber ta famille. J'ai besoin de te parler avant le dîner. Il était agité. Il avait besoin de cet argent avant l'échéance du premier. Il avait besoin de savoir que je dirais oui. J'ai réalisé que je ne pouvais pas l'éviter jusqu'au dîner. Il était capable de faire une scène, de gâcher la soirée de Cyprien avant même qu'elle n'ait commencé. Je devais le voir. Mais je devais le voir sur mon territoire. Je n'ai pas le temps de venir à Bois-Guillaume, ai-je texté. Je suis coincé à l'entrepôt. Tu peux passer si c'est si urgent. J'ai 20 minutes avant une réunion. C'était un mensonge. Je n'avais pas de réunion. Mais je voulais qu'il vienne sur mon terrain. Dans mon bureau. L'endroit qu'il appelait mon bricolage. Il est arrivé en 15 minutes. Il détestait venir sur les quais. C'était sale et industriel. Il est entré dans mon bureau, un grand espace lumineux avec vue sur la Seine, rempli d'échantillons de minéraux et de livres d'art. Il avait l'air déplacé dans son costume coûteux. Il n'a pas regardé autour de lui. Il n'a jamais regardé. Solange, dit-il, sans préambule. Tu dois arrêter de jouer. Ta mère est hors d'elle. Je n'ai que 20 minutes, papa. Le fonds familial? C'est ça? Il a été décontenancé par ma franchise. Oui. C'est une structure brillante. J'ai consulté des avocats. Nous mettons tous nos actifs en commun. Tu veux dire, je mets mes actifs, et vous mettez vos dettes. Il a tressailli. Solange. C'est insultant. Non, papa. C'est de la comptabilité. C'est ton domaine, non. Il s'est rapproché, sa voix devenant mielleuse, le masque du vendeur reprenant le dessus. Pense à Aveline. Pense à son avenir. Cet argent, c'est pour elle. C'est un investissement dans son potentiel. Elle te le rendra au centuple. Non. Le mot était plat. Simple. Définitif. Quoi? Non. Je ne le ferai pas. Tu ne peux pas dire non. C'est ta sœur. Et alors, ai-je dit, en me levant. Où étiez-vous tous quand mon fournisseur m'a lâché et que j'ai perdu 5 000 €? Tu m'as dit d'abandonner. Où était Olympe quand j'ai signé le bail de cet entrepôt? Elle était occupée à acheter un tailleur à Aveline pour un 19/20. Ce n'est pas la même chose, a-t-il crié. Nous parlons de son avenir. Nous parlons de tes dettes, ai-je rétorqué. Et puis, j'ai lâché la bombe. Juste la première. D'ailleurs, même si je le voulais, je ne pourrais pas. Il y a un problème. Son visage s'est figé. Un problème? Oui. Tu vois, tu m'as toujours dit que j'étais une idiote en affaires. Que mon bricolage était un caprice. Alors j'ai fait ce que tu m'as conseillé, j'ai engagé des professionnels. Il y a 3 ans. 75% de Restauration Solange est détenue par une fiducie gestion. Je ne peux pas toucher aux actifs. La charte l'interdit. J'ai regardé le sang quitter son visage. La couleur est passée du rouge de la colère au gris de la panique pure. Une fiducie, a-t-il bégayé. Tu as fait ça?
Derrière mon dos? Derrière ton dos? Papa, tu n'as jamais été mon conseiller financier. Tu as été mon plus grand critique. J'ai juste suivi ton conseil implicite, je me suis protégé de toi. Il a levé la main, comme pour me frapper, puis l'a laissé retomber. Le masque du perçage était parti. C'était le joueur acculé. Espèce d'idiote, a-t-il sifflé. Tu as tout verrouillé. Tu as tout gâché. Nous comptions sur toi. Nous, ai-je demandé. Ou tu comptais sur moi? Pour nettoyer ton gâchis? J'ai une réunion, papa. Je lui ai montré la porte. Je sais, ai-je dit doucement, alors qu'il passait. Il s'est arrêté. Tu sais quoi? Je sais pour la radiation de l'ordre. Je sais pour les prêts. Je sais que tu es aux abois. Il m'a regardé comme si je venais de lui planter un couteau dans le ventre. Il n'a rien dit. Il est parti en trombe, laissant la porte de mon bureau grande ouverte. Je l'ai laissé là, tremblant de rage dans le couloir. Il savait que je savais. Le premier domino venait de tomber. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place du personnage principal. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Je n'étais même pas retourné à mon bureau que mon téléphone vibrait. Olympe. J'ai décroché. L'hystérie. Solange. Que as-tu dit à ton père? Il vient de rentrer, il est livide. Il dit que tu as tout ruiné. Comment oses-tu? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi, ma voix était dangereusement calme. Comme me dire que mon entreprise était un bricolage? Comme ignorer chaque succès que j'ai eu? Arrête avec ça. Ce n'est pas le sujet. Ton père, son cœur. Il est si stressé. Tu lui causes tellement de peine. Tu es une fille ingrate et égoïste. Elle pleurait. De vraies larmes, je suppose. Mais pas des larmes de tristesse. Des larmes de rage. Des larmes de peur. La peur de la saisie. La peur du déclassement. Je te verrai demain au dîner, maman, ai-je dit. Tu ferais mieux de t'excuser. Tu ferais mieux de réparer ça. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. Temporairement. J'avais besoin de silence. 5 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé. Un appel d'Aveline. Je l'ai regardé sonner. Je ne voulais pas lui parler. Je n'avais pas la force de gérer son arrogance. L'appel s'est arrêté. Une notification de messagerie vocale est apparue. J'ai cliqué dessus, par pure curiosité masochiste. Sa voix n'était pas celle d'Olympe. Pas de larmes. Pas d'hystérie. Juste de la haine pure, froide et distillée. Solange. Je ne sais pas à quel jeu tordu tu joues. Je ne sais pas quelle crise de la quarantaine tu fais. Mais tu vas arrêter ça. Immédiatement. Papa dit que tu as verrouillé ton argent. Elle a ri. Un petit rire sec. Ton argent. C'est hilarant. Tu es juste jalouse. Tu as toujours été jalouse. Jalouse que j'ai des amis, jalouse que j'ai réussi, jalouse que papa et maman soient fiers de moi. Tu es juste une vieille fille aigrie, seule dans ton entrepôt, avec ton stupide passe-temps de pigments. Et maintenant, tu essaies de ruiner ma vie parce que la tienne est vide. Elle a raccroché. J'ai sauvegardé le message vocal. Stupide passe-temps de pigments. Je suis restée assise dans le silence de mon bureau. Étrangement, je n'étais pas en colère. La haine d'Aveline ne m'atteignait pas. C'était le mépris. Toujours le mépris. Et sous le mépris, j'ai ressenti quelque chose d'autre. Une profonde, profonde tristesse. Le deuil. Le deuil de la sœur que je n'avais jamais eue. Le deuil de la famille que j'avais toujours voulu et que je n'aurais jamais. J'ai écouté ce message, et j'ai ressenti cette tristesse. Puis je l'ai mise de côté. Il n'y avait pas de place pour ça maintenant. Si vous avez déjà ressenti cela, ce moment où le brouillard se lève, où vous réalisez que les gens que vous aimez ne vous voient pas, et ne vous verront jamais, vous savez de quoi je parle. Continuez à regarder, car le meilleur,
ou peut-être le pire, restait à venir. Mon téléphone a sonné une dernière fois. Cyprien. J'ai décroché immédiatement. L'ange, sa voix était petite. Qu'est-ce qui se passe? Maman m'a appelé. Elle pleurait. Elle a dit que tu refusais d'aider la famille et que tu avais fait une crise à papa. Je ne comprends pas. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne pouvais pas lui mentir. Mais je ne pouvais pas tout lui dire. Pas encore. CYP. C'est compliqué. Très compliqué. Ils ont des ennuis. De gros ennuis financiers. Et ils comptaient sur mon argent pour les sauver. L'argent de mon bricolage. Ils ne m'ont pas demandé, CYP. Ils ont exigé. Et quand j'ai dit non, ils ont craqué. Long silence. C'est toujours Aveline, a-t-il murmuré. N'est-ce pas? C'est toujours à propos d'elle. Oui, ai-je dit. Est-ce que tu vas bien? Cette simple question. J'ai fermé les yeux. Je vais bien maintenant. Écoute. Demain soir. C'est ta soirée. Ne laisse personne te la gâcher. Mets un beau costume. C'est important. Je veux te voir. D'accord, l'ange. Je te vois demain. Il s'attendait à ce que je vienne au dîner en fille coupable, la queue entre les jambes. Ils allaient rencontrer la PDG. Le restaurant était la Couronne. Le plus ancien, le plus guindé, et le plus offensivement cher restaurant de Rouen. Le choix d'Olympe, bien sûr. Un endroit où l'on ne va pas pour manger, mais pour être vu en train de manger. C'était une scène de théâtre. La performance finale de la famille parfaite. Je suis arrivée la dernière. Ils étaient déjà assis dans une alcôve en velours rouge. L'atmosphère était électrique, toxique. Martial était pâle, son visage gris comme la pierre. Il n'a pas levé les yeux quand je suis arrivée. Il tirait nerveusement sur son col de chemise. Olympe était l'inverse. Elle surjouait. Elle était tout en sourire brillant et cassant, sa voix trop forte, riant trop fort aux blagues du serveur. Elle portait trop de bijoux. Elle était terrifiée. Aveline. Aveline était magnifique dans son arrogance. Elle portait une robe noire minimaliste qui avait dû coûter 2 mois de mon premier salaire à la préfecture. Elle m'a regardé avec un mépris ouvert, un petit sourire suffisant aux lèvres. Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait que les menaces de Martial et les larmes d'Olympe m'avaient brisé. Elle pensait que j'étais là pour négocier ma reddition. Et puis il y avait Cyprien. Mon pauvre Cyprien. Il était beau dans son costume neuf, mais il avait l'air d'un agneau au milieu d'une meute de loups. Il regardait nerveusement de Martial à Olympe, puis à moi, sentant l'électricité statique dans l'air. Je me suis assise. J'ai souri. J'ai commandé une eau gazeuse. Félicitations, CYP, ai-je dit, en levant mon verre d'eau vers lui. Je suis si fière de toi. Il m'a gratifié d'un petit sourire reconnaissant. Mon calme les a déstabilisés. Olympe n'arrêtait pas d'essayer de capter mon regard avec une expression de profonde déception maternelle. Martial fixait son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Olympe a levé sa flûte de champagne. Eh bien, dit-elle d'une voix forte. Un toast. À mon brillant fils, Cyprien, pour son diplôme. Nous sommes si fiers. Elle a fait une pause. Et bien sûr, à notre brillante Aveline, qui est sur le point de conquérir le monde. Le sourire de Cyprien s'est éteint. Même son toast venait d'être coopté. Nous avons trinqué. Olympe a posé son verre et m'a regardé, ses yeux durs. À la famille, dit-elle, en insistant sur chaque mot. Et à l'importance de se soutenir mutuellement. Quoi qu'il arrive. C'était un avertissement. Une menace. Tu ferais mieux de payer. Je lui ai rendu son sourire. Un sourire calme, clair. Tu as tellement raison, maman. La table est devenue silencieuse. La famille, c'est ce qui compte. Se soutenir. Célébrer les réussites de chacun. Toutes les réussites. Je me suis tournée vers mon frère. Cyprien, je suis si incroyablement fière de toi. Je sais que tu t'es inquiété pour la suite.
Pour trouver un travail, oui, mais aussi pour le marché immobilier. Pour trouver un logement décent sans avoir à revenir vivre chez papa et maman. Cyprien a rougi, regardant son assiette. Ouais, c'est un peu stressant. Eh bien, ai-je dit. J'ai attrapé la sacoche que j'avais posée à côté de ma chaise. J'en ai sorti une chemise en cuir noir, élégante et lourde. Pas une enveloppe. Quelque chose de substantiel. Je voulais m'assurer que tu puisses te concentrer sur ton nouveau travail sans te soucier de tout ça. Alors, j'ai réglé le problème. J'ai fait glisser la chemise en cuir sur la nappe blanche, jusqu'à lui. Il l'a regardé, confus. Solange? Qu'est-ce que c'est? Joyeux diplôme, CYP. C'est l'acte de vente. Un T2, 2 pièces, rue des Carmes, à 2 rues de ton nouveau bureau à la métropole. C'est à ton nom. Et c'est payé. Le temps s'est arrêté. La main de Cyprien, qui s'avançait, s'est figée. Aveline, qui sirotait son champagne, s'est étouffée. Un petit PFFFT de champagne a atterri sur la nappe. Le sourire brillant et cassant d'Olympe n'a pas disparu. Il s'est effondré. Son visage s'est affaissé, comme une marionnette dont on coupe les fils. Et Martial? Martial est devenu blanc. Pas pâle. Blanc. Comme une feuille de papier. Ses yeux ont fait l'aller-retour entre la chemise en cuir et mon visage. Il a fait le calcul. Il était expert comptable, après tout. Il savait ce que coûtait un T2 rue des Carmes. 215 000 €. Il a compris. Il a compris que c'était de l'argent hors fiducie. De l'argent nouveau. De l'argent dont il ignorait totalement l'existence. Il a compris, à cet instant précis, la véritable ampleur de la richesse qu'il avait essayé de voler. Il s'est penché en avant, sa voix un sifflement bas, furieux, audible seulement pour moi. Tu n'avais pas le droit. Cet argent, nous comptions dessus pour les prêts d'Aveline. Et voilà. La phrase. Le titre. La vérité. Murmuré par un homme battu. Mais je n'allais pas murmurer. Le spectacle commençait. Je n'ai pas baissé la voix. Je n'ai pas chuchoté. Ma voix était claire, posée, mais elle coupait le silence feutré du restaurant comme un scalpel. Les tables voisines se sont tues. Quel argent, papa? Il m'a regardé, horrifié que j'aie parlé à voix haute. L'argent de mon petit bricolage, ai-je continué, en le regardant droit dans les yeux. L'argent de mon stupide passe-temps de pigments? Celui dont vous vous moquez tous en cœur depuis 10 ans? J'ai tourné mon regard vers Olympe, dont la main tremblait si fort qu'elle n'arrivait pas à saisir son verre d'eau. Puis vers Aveline, dont le visage était passé du mépris à une incrédulité blême. Pendant une décennie, vous m'avez traité de raté. Vous avez appelé mon entreprise une blague. Tu m'as appelé une vieille fille aigrie avec un hobby stupide, ai-je dit en regardant Aveline, qui a eu un hoquet de surprise. Oh oui, j'ai sauvegardé le message vocal. Je me suis penché en avant. Eh bien, cette blague a fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Ce hobby stupide emploie 12 personnes qui nourrissent leur famille. J'ai fait une pause, laissant le silence s'installer. Ce passe-temps, ai-je dit plus doucement, en désignant la chemise en cuir que Cyprien fixait, vient d'acheter à Cyprien un appartement à 215 000 €. En espèces. Avec de l'argent de poche dont tu ignorais l'existence, papa. Je me suis retourné vers Martial. Son visage était une étude de la défaite. Tu ne comptais pas sur mon argent, papa. Tu prévoyais de le voler. C'est différent. Olympe a gémi. Solange, s'il te plaît, pas ici. Ou alors, maman. Dans ton salon? Pour que vous puissiez à nouveau m'attaquer à 3 contre 1? Non. On va le faire ici. Dans ton restaurant préféré. Devant ton public. Tu as ruiné tes propres finances, ai-je dit à Martial, ma voix dure. Tu as poursuivi le rêve d'Aveline avec de l'argent que tu n'avais pas. Tu as réhypothéqué la maison. Tu as pris des crédits revolving. Tu as enchaîné ta propre fille à tes dettes. Aveline m'a regardé. Quoi? De quelle dette tu parles? Oh, tu ne savais pas,
ai-je demandé avec une fausse surprise. Les 450 000 € de prêt que tu as co-signé? Papa a oublié de te le dire? Aveline a tourné la tête vers Martial, son visage décomposé par l'horreur. Papa? Tu es radié de l'ordre, papa, ai-je continué, sans pitié. Tu as volé tes clients. Et quand ils ont été à sec, tu t'es tourné vers moi. Tu m'as vu comme ton dernier plan de sauvetage. Ton fonds familial, point. J'ai secoué la tête. L'investissement familial, ce n'était pas Aveline. C'était moi. Et tu viens de tout perdre. Silence de mort. Cyprien, qui était resté figé, a finalement ouvert la chemise en cuir. Il a regardé l'acte de vente. Il a vu son nom. Il a vu l'adresse. Il a levé les yeux, ses cils étaient humides de larmes. Il a regardé nos parents. C'est vrai, a-t-il demandé, sa voix tremblante. Vous alliez la voler? Vous avez fait tout ça? Olympe a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Martial fixait la nappe, un homme mort. Ce fut Aveline qui a craqué. La réalisation de sa propre ruine, de sa propre tromperie, a explosé en une rage narcissique. Elle nous le doit, a-t-elle hurlé, en pointant un doigt tremblant vers moi. Les serveurs se sont arrêtés. Tout le restaurant nous regardait. Elle nous le doit. Elle avait tout cet argent et elle l'a caché. Elle nous a regardés lutter. Je ne l'ai pas caché, Aveline, ai-je dit en me levant, ma chaise raclant le sol. Je l'ai gagné. Pendant que tu conquérais le monde avec l'argent de papa, je le construisais. Tu n'as juste jamais pris la peine de regarder. L'humiliation était totale. Les masques étaient tombés. J'avais gagné. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Il restait une dernière chose à faire. J'ai sorti 3 billets de 100 € de mon sac. Je les ai posés sur la table pour couvrir l'eau, le champagne et les quelques amuse-bouches que nous avions touchés. C'est le dernier centime que vous verrez jamais de moi. Je me suis retourné vers mon frère. Cyprien? Il s'est levé, comme s'il sortait d'un rêve. Il a serré la chemise en cuir contre sa poitrine. Il a regardé nos parents, une expression que je n'avais jamais vue chez lui. Pas de la colère. Pas de la tristesse. Juste un dégoût profond et absolu. C'était sa propre libération. Il n'a pas dit un mot. Il est passé devant Olympe, qui tendait la main vers lui en sanglotant. Il est passé devant Martial, qui était immobile. Il m'a suivi hors du restaurant. Nous n'avons pas regardé en arrière. Nous avons marché en silence dans l'air frais de la nuit. Nous sommes montés dans ma voiture. Je l'ai conduit à mon appartement sur les quais. Ce n'est que lorsque j'ai fermé la porte et lui ai servi un verre d'eau que tout est sorti. Il s'est assis sur mon canapé et il a pleuré. Il a pleuré pour les 10 ans où il avait été invisible. Il a pleuré pour l'idole qu'était Aveline, qui s'est révélée être une coquille vide. Il a pleuré pour le père qu'il respectait et qui s'est avéré être un criminel. Toute ma vie, a-t-il sangloté. Toute ma vie, je les ai crus. J'ai cru que j'étais le moyen, et elle, la star. J'ai cru que tu étais juste, l'excentrique. Je sais, ai-je dit, en m'asseyant à côté de lui. Moi aussi. Il est resté chez moi cette nuit-là. Les conséquences ont été rapides. Et brutales. Comme Meili l'avait prédit, le paiement de 15 000 € n'a pas été effectué. La procédure de saisie du prêt relais a été enclenchée. Cela a déclenché une réaction en chaîne. Les autres créanciers, voyant le sang dans l'eau, ont exigé leur paiement. Martial était ruiné. La radiation de l'ordre, que les avocats de Meili ont accidentellement divulguée aux créanciers, a détruit toute crédibilité qui lui restait. Ils ont perdu la maison de Bois-Guillaume. Elle a été vendue aux enchères pour couvrir une fraction de la dette. Olympe, sa mort sociale a été totale. Sans la maison, sans le statut, son dépôt-vente de luxe a fait faillite. Ses amis du beau monde se sont évaporés. La dernière fois que j'ai entendu parler d'eux, ils avaient déménagé dans un petit étroit près de la gare de triage. Et Aveline, notre prodige. Avec un dossier de crédit détruit par les défauts de paiement co-signés et un nom de famille désormais toxique, aucune grande entreprise de la défense n'a voulu d'elle.
L'ESSEC ne garantit pas un emploi lorsque vous êtes insolvable. Elle a dû prendre un travail dans un centre d'appel à la périphérie de Paris, juste pour commencer à payer les intérêts des prêts qu'elle avait signés. Une dette qui la hantera pour le reste de sa vie. L'investissement familial avait fait faillite, de la manière la plus spectaculaire qui soit. Et moi? J'ai aidé Cyprien à emménager dans son T2. J'ai utilisé l'argent de mon bricolage pour investir dans sa petite start-up de data visualisation pour l'urbanisme. Il est doué. Il s'épanouit. Des mois plus tard, j'étais dans mon nouveau bureau. Un entrepôt encore plus grand. Je regardais des échantillons de soie du Japon. Cyprien est passé avec des cafés. « Comment ça va, patronne ?» m'a-t-il dit en riant. « Ça va bien, CYP. »« Ça va très bien. » Mon téléphone a vibré. Un numéro que je ne reconnaissais pas, Solange. C'est maman. Ton père est malade. Il a besoin de médicaments chers. Tu dois nous aider. C'est ta famille. J'ai regardé le message. Une partie de moi, l'enfant de 10 ans, voulait pleurer. La fille qui voulait juste que son père la regarde avec fierté. Mais la femme de 34 ans, la PDG, savait. Ce n'était pas un appel à l'aide. C'était juste la prochaine tactique. Je n'ai pas bloqué le numéro. Je n'ai pas supprimé le message. J'ai juste posé mon téléphone sur le bureau, face contre table. Je suis retourné à mon travail. Le silence était ma réponse. C'était ma paix. La dette était payée. Mais pas par moi. C'est la fin de mon histoire. Je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu des situations où les liens familiaux deviennent toxiques. Où l'amour est conditionnel. Avez-vous déjà dû choisir entre votre propre survie, votre propre santé mentale, et les attentes de votre famille? Racontez-moi vos histoires, vos victoires, vos choix difficiles dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté.